Ah, comme c'est bon. Ouais, j'ai ma meuf à côté de moi. J'ai ma meuf à côté de moi, il paraît qu'on m'entend pas, regarde. Ma meuf, elle est là. Enfin bref, c'est le ventilo, ça m'a cassé mon effet. Vous connaissez le film là avec Dustin Hoffman? Est-ce que quelqu'un... Attends, on va faire comme ça. Est-ce que quelqu'un a vu le film avec Dustin Hoffman, le type qui veut monter du bled, qui passe la frontière, tout ça, qui est clando? Non? Ça vous dit rien? Attends. Tootsie, le film avec Dustin Hoffman. Tootsie, ouais, faut que je regarde là. Salut, ça va? Alors, bonjour. Monsieur, madame, madame, monsieur. On dit plus mademoiselle. Je suis en train de jouer au poker. Ça m'empêche pas de faire autre chose. Et là, je fais plusieurs choses. Alors déjà, je me ventile. M'en fous, vous verrez pas. Je vais brider l'image. Et moi, je voulais vous raconter une petite histoire. C'est l'été. Auparavant, je roule une clope. Non, moi, je voulais revenir sur cette stupidité qui traîne dans le monde anglo-saxon, ce mensonge volontairement colporté par des gens qui savent pertinemment qu'il est bidon, comme quoi l'armée française est bidon, comme quoi les Français seraient des tarlouses, parce qu'en 40, ils seraient écroulés. Alors, on ne va pas faire toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On ne va pas rappeler qu'il y a eu plus de 100 000 morts, qu'il y a eu des... C'était... J'y vais pas, là. Ouais, j'y vais. Que si l'armée française, s'il y a eu l'occupation, c'est que l'armée française était mal encadrée et que le haut commandement était pour moitié pro-allemand. Donc voilà, c'est pas que la France ne s'est pas battue. La France s'est battue aux quatre coins du monde en 1000 ans d'existence. Elle a mis des raclés à tout le monde. Elle en a pris aussi, mais elle en a plus mis que pris. Hein. Voilà. Pour les anglo-saxons qui pensent que les Français, c'est tous des tarlouses, hein, les Américains, venez, je vous emmène dans tous les villages de France, je vais vous présenter des gens, des rugbyman, du rustique. Il n'y a pas de salle de muscu, il n'y a pas de boxe, il n'y a pas de MMA. Tu vas voir si c'est une tarlouse. Je vais te présenter Jean-Pierre, tu vas voir si c'est une tarlouse. Ou Patrick, ou appelle-le comme tu veux. Ouais, tu vois. Moi, je pourrais dire Grégory. J'ai un pote, enfin, je ne l'ai pas vu depuis des années. Je vais te présenter à Grégory, tu vas voir. C'est un pote du rugby. Il te regarde, t'as peur. Mais tu peux être américain, russe, tu peux manger des cailloux, tu peux être un ours, lui, il va te cogner, c'est tout. Il va te cogner parce que si tu l'emmerdes, il te cogne. Par contre, attention, c'est pas des primates, c'est des gens très bien, c'est des fils de famille, tout ça, mais sortir cette connerie, non. Moi, je vais juste vous parler d'une chose, c'est Bir Hakeim. Ça va pas parler à beaucoup d'entre vous, Bir Hakeim, mais en 1942, la France est occupée, il y a une sale réputation de collabo et de lavette qui commence à circuler. Les gens qui veulent libérer le pays, les forces cachées, ont besoin de quelque chose pour être crédibles et pour demander l'aide des Américains et des Anglais. De Gaulle en a besoin. Bir Hakeim. Bir Hakeim, c'est l'histoire du village breton, du village gaulois. C'est l'histoire d'Astérix Obélix. Mais là, sur de la caillasse. Un plateau hyper plat, avec une petite dénivelée, avec 2-3 bicoques. De la caillasse. La plus haute montagne, c'est un rocher. C'est ça, il n'y a pas je me cache dans la forêt, je me cache dans le Vercors, je me cache dans le maquis, je me cache dans le cul de ta mère. Non, il n'y a pas tout ça, quoi. J'ai dit quoi? Là, ne veuillez pas prendre en considération le dernier terme. Ouais, c'est pas moi. C'est un autre qui rentre dans moi des fois et qui dit des bêtises. Voilà. Alors, Bir Hakeim permettra par la suite, on y vient, je vais te raconter l'histoire, permettra de faire prendre conscience aux Allemands que les Français, bah, ils avaient une grosse armée et qu'ils avaient des couilles. Rommel, en personne, va le dire, parce que c'est Rommel qui va mener les affrontements. Rommel et son armée contre 3-4 mecs. Enfin, pas 3-4 mecs, mais vous allez voir, on y vient. Les Anglais qui se sont fait démonter à ce moment-là, parce que, si vous voulez, les Anglais protégeaient Tobruk au nord et avaient mis quelques brigades au sud, en ne pensant pas se faire contourner par les armées de Rommel, se sont fait déchiqueter des brigades, se sont fait déchiqueter des compagnies, se sont fait défoncer la tête, fait sécunu, tout ça. Si Bir Hakeim n'avait pas tenu 15 jours, leur armée était coupée en deux, ils se faisaient défoncer et il n'y aurait pas eu El Alamein. Les Allemands seraient arrivés à Suez et puis ils auraient poursuivi. Je pense qu'ils auraient choisi, tu vois, à un moment donné, ils seraient arrivés, Jérusalem d'un côté, Téhéran de l'autre. Je pense qu'ils auraient pris à gauche, à droite pour vous, hein, puisque vous êtes de l'autre côté de l'écran. Donc ça a redonné de la crédibilité
à ce qui restait de l'armée française, qui venait des colonies, les forces françaises libres, hein, comme quoi ça avait du bon, et qui était venu délivrer le pays, qui était dans une situation, je crois que c'était une des situations les plus critiques qui soit depuis peut-être Waterloo. Des forces étrangères qui occupent, des forces étrangères d'une armée puissante, hein, parce qu'il fallait se taper contre la Wehrmacht. Si la Wehrmacht a perdu après, à la fin, c'est parce que tu avais l'effort de guerre russe, des millions de personnes qui arrivaient avec des casseroles, enfin des T-34, et de l'autre côté, tu avais les meilleures armées occidentales du monde. Mais s'il n'y avait pas eu les Russes, les Américains, j'ai revu la bataille de Dessau, qui ouvrait la route à Berlin il n'y a pas longtemps, parce que je regarde sur YouTube, je regarde les documentaires historiques. Les Américains, ils en ont chié, surtout que les Allemands savent se battre, n'ont pas peur, ont du matos, et du très bon matos. Au niveau des chars, ils ont les panthères tigres, non, les tigres, les panthères, tout ce qui est Panzer, hein, modèle 1 jusqu'à modèle 6. Le modèle 6 étant le super tigre. C'est eux qui ont amené les missiles balistiques, c'est eux qui ont amené l'avion à réaction. Je veux dire, voilà. Bir Hakeim, c'est le symbole de la vérité rétablie, c'est le symbole de l'honneur rétabli, c'est l'irréductible petit village quand tout est perdu qui est là et qui ne veut pas, parce qu'ils ont résisté, ils n'ont pas voulu partir, hein, on reste là, on ne bouge pas et on s'en fout. À l'époque, et ça m'a été dit par un type de l'époque, qui n'était pas à Bir Hakeim, qui connaissait le Vercors, il est mort depuis, paix à son âme. À l'époque, affronter les Allemands, c'est synonyme de mort. Parce qu'ils étaient forts, ils étaient puissants et tout. Je veux dire, les partisans, les maquisards, voilà, dès qu'il y avait un accrochage avec les Allemands, ils savaient qu'ils allaient manger chaud. Donc il fallait vraiment être courageux pour les affronter. Certains ont préféré collaborer. Puis d'autres collaborent maintenant, hein, d'ailleurs, hein, avec l'adversaire, qui n'est plus allemand cette fois-ci. Bir Hakeim, c'est quoi encore? J'ai envie de dire Bir Hakeim, c'est Bir Hakeim. Alors, excusez-moi, je suis juste en train de donner une petite leçon de poker à quelques personnes autour d'une table, là. Non, 42. T'inquiète, je vais te mettre de la carte, je vais te mettre de l'image, je vais te mettre du légionnaire avec du piaf derrière, t'inquiète pas. Bir Hakeim, c'est quoi? C'est en Libye, c'est un point d'eau désaffecté. Hein, pour qui connaît la Libye, enfin en tout cas certains coins de la Libye, c'est plat, 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 plat. Plus plat que ça, si, peut-être les nibards de la meuf, enfin bon, bref. Mais plus plat que ça, c'est creux. C'est au sud de Tobrouk. Ouais, je m'inspire de mes notes. Et je t'emmerde. Et pendant 16 jours, ce qu'on a appelé la brigade française libre. Alors, là, arrivé à ce point, je suis obligé de détailler un petit peu. Lorsqu'on parle de régiment, c'est souvent une situation géographique. 8e RPIMA, le 21e RIMA, ouais, c'est ça, enfin bon, peu importe. Ils sont à un endroit, 8e RPIMA, c'est Carcasse. Non, c'est le 3e RPIMA Carcassonne, le 8e RPIMA Acasse. Par contre, quand tu vas combattre, quand tu vas aller sur un théâtre d'opération, on prend des éléments de chaque régiment pour faire des brigades. C'est l'équivalent, une brigade, c'est peut-être l'équivalent, ça varie en plus les brigades selon les pays, ça peut être l'équivalent de 5000 hommes, ça peut être l'équivalent d'une division, 10 000 hommes, ça peut être l'équivalent de beaucoup moins, tout dépend du moment de la guerre, du moment de l'état des effectifs, tout ça. Mais on va prendre, je sais pas, on va prendre de l'infanterie, on va prendre une compagnie anti-char là, de l'infanterie là, on va prendre des chars, on va prendre la LAT, l'aviation légère de l'armée de terre, c'est-à-dire des hélicos essentiellement, on va se coordonner avec ça, et on fait une brigade. Alors, il y a eu, pendant la première guerre du Golfe, la division d'Aguet. J'ai failli en être, la division d'Aguet. C'était une brigade composite. Donc lorsqu'on parle en temps de paix, lorsque les troupes ne se déplacent pas, on parle de régiment, à l'intérieur il y a des compagnies ou des batteries, selon que tu sois dans l'artillerie, selon après il y a les spécificités, et là je reste à l'armée de terre, c'est déjà compliqué comme ça. Et quand tu as besoin d'organiser, tu prends un peu partout, hein, comme pour un braquage, tu prends un tel là, Miloud là, José là, machin là, et tu montes une équipe. Eh bien, une brigade, c'est monter une équipe, pour parler comme les jeunes de maintenant. Et là, on a la première brigade française libre, qui sera la future première division française libre. Putain, si c'est la première division blindée, j'en ai fait partie, je viens de découvrir ça. Bah, j'étais pas avec eux, parce que on va pas pipoter. Parce que je veux dire, si c'est devenu après la première DB qui était à Trèves en Allemagne, ça ferait plaisir. Dirigé par le général Koenig.
Ouais, je prends mon temps, c'est bien. Donc le contexte, il est simple. Les Allemands qui arrivent, d'Algérie, de Tunisie, d'où tu veux, mais en tout cas qui viennent de l'Ouest, qui vont à l'Est, je te mettrai une carte, ils mettent des branlées aux Anglais, qui reculent, les Anglais doivent absolument tenir l'Égypte et le canal. Les Anglais emmerdent les Allemands avec Malte. Malte est neutralisée. Les Italiens coulent 3-4 bateaux. C'est pareil pour les Italiens, c'est d'excellents combattants. C'est juste qu'ils avaient des chefs de merde et puis une idéologie de merde. Hein, je veux dire. Il faut savoir que les SAS britanniques, qui sont à la fois service action et les forces spéciales anglaises, hein, il n'y a pas meilleur que les SAS. Ben, ils s'inspirent des Italiens. Hein. Voilà, entre autres. Je veux dire, les réputations, c'est bidon, il faut les lever. Les réputations, ah, les Italiens ont inventé le char avec la marche arrière, tout ça, pendant la guerre, c'est pas vrai, ils avaient d'excellentes troupes. C'est toujours pareil. Il suffit d'un commandement, il suffit de quelques grains de sable, et tu as une mauvaise armée alors que tu as des bons éléments dedans. Il suffit de quelques merdes pour... Un petit peu comme ces pays sous-développés qui ont des populations intelligentes. Bien, tout ce que tu veux, mais c'est les proportions qui vont pas. Donc il suffit de 10%, 20% de trous du cul dans un pays et d'une masse de gens amorphes qui les suivent pour te bloquer un pays. Vous voyez la comparaison? Soyez intelligents. Quand je fais une petite digression, quand un type vient d'un pays du tiers-monde, peut-être que le pays, l'ensemble, n'arrive pas encore à fonctionner, je dis bien n'arrive pas encore à fonctionner, mais lui, ce type, peut-être il a 150 de QI. Or, moi, ce que je vois, c'est des gens qui recensent les gens de couleur et qui, eux, ont sûrement moins de 100 de QI, facilement. Et je peux démontrer mon estimation là à la louche. Parce que de la manière dont ils pensent, on voit déjà qu'ils sont bien... Bref. Et des gens qui n'ont rien fait de leur vie, mais qui se prévalent d'une victoire de groupe. Quand lui, justement, ne veut pas parler de son pays, il préfère se prévaloir d'une victoire et de faits accomplis individuellement. Donc, si tu es né dans un pays riche, arrête de regarder les gens de manière condescendante. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? J'en profite parce que ça me saoule, cet illogisme et ces connards. Et j'ai envie de leur rentrer dans là. Des espèces de ratés sociaux en France qui se permettent de parler des gens d'ailleurs avec du racisme, puisque c'est hiérarchisation des races. Hein, quand tu mets des photos de singes, des trucs comme ça. Voilà, excuse-moi, le singe c'est toi, parce que les footballeurs, que tu le veuilles ou non, mais ça tu l'as pas encore compris, on a beau te l'expliquer, ils sont 10 fois plus intelligents que toi, avec les cartes qu'ils avaient au début, ce qu'ils ont réussi à faire, parce qu'ils voulaient le faire. Le but c'est pas de gagner de l'argent, c'est d'arriver là où tu veux. Toi tu sais même pas ce que c'est que l'intelligence, tu crois encore que c'est de la culture, t'as rien fait de ta pauvre vie de merde, et tu te permets de les traiter de singes, alors que le singe c'est toi. Ça m'agace, parce qu'en face, en vrai, je te mets une tarte. Moi j'entends un mec, n'importe qui, même dans ma famille, traiter les gens de singes, je lui mets une tarte. Revenons à Bir Hakeim. Et vous voyez comme quoi la situation elle est similaire. La France n'existe quasiment pas, elle est dans un état désespéré. Un ramassis de salopards anglo-saxons en profitent, ils sont contents. Ça fait parce que la France a toujours été l'empêcheur de tourner en rond des anglo-saxons. S'il n'y avait pas la France, les Anglais ils auraient mangé l'Europe. Ils seraient arrangés avec les Allemands, parce que les Allemands sont là aussi. Mais les Allemands sont conciliants, eux. C'est bon, écoute, tu ne nous emmerdes pas à l'Est et tu fais tes affaires. Nous, non, on est là, on est les barbeaux de l'Europe, c'est tout, c'est pas les Anglais. Regardez la carte de l'Angleterre, elle a une tête qui regarde, elle a la tête qui regarde vers les USA, elle a une jambe qui va vers les USA, une jambe qui va vers l'Europe. Signe d'indécision, dirait un type poli, signe de traîtrise pour moi. Bir Hakeim, c'est rien, c'est plat, il y a 3 cailloux, il n'y a même plus de bédouins, il n'y a plus personne, il y a 2 mamelons, une petite déclivité. Tu as la brigade FFL. On est au sud. Alors attendez, on est au sud. Tout se passe au nord. Les troupes allemandes arrivent au nord. L'autre, il a blindé au nord, mais il a laissé des troupes comme ça au sud. L'armée allemande s'est mise à envelopper. Il voulait couper. Il voulait créer une poche pour couper et couper en deux l'armée anglaise. Comme ça, après, il l'aurait décimé tranquillement. Il l'aurait boulotté tranquillement. Et l'autre, il croit que je vais aller en all-in. T'as vu la Vierge, toi. Alors, attends, c'est bien, on fait plusieurs choses en même temps. Hein, il n'y a que 24 heures dans une journée. Et c'est pas moi qui le dis là, c'est dans mes notes. Elle fut pour beaucoup dans la reconnaissance politique par les alliés du Comité national de la France combattante. S'il n'y avait pas eu Bir Hakeim, on aurait été un pays occupé par les Américains. On aurait peut-être été comme l'Allemagne, coupé en 4. C'est ça aussi que les gens ne comprennent pas, c'est que la France était mal partie dans cette guerre. Il y a eu des gens qui ont collaboré par conviction avec l'Allemagne nazie. On était mal barrés. Les Américains ne voulaient pas entendre parler de nous. De Gaulle a réussi le tour de force de transformer la France en une puissance alliée
qui compte, qui a eu un secteur de Berlin, il y a eu les FFA, mais j'étais en Allemagne, et qui a retrouvé un standing, il a réussi à faire une bascule. Personne ne se rend compte de ce qu'il a réussi à faire, qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas De Gaulle et ceux qui étaient avec lui. Ils ont réussi à redonner une crédibilité qui a permis ce que nous avons maintenant, qui a permis le développement d'un pays qui n'était pas occupé, qui a permis le développement de sa science, sa société, etc. etc. Mais un simple truc, une simple bataille l'a gagnée, si elle n'a pas gagné, c'est plus qu'un gain là, ce qui va se passer. Ben, si ça n'avait pas été le cas, ça aurait changé le cours de l'histoire. Et d'une manière certaine. Voilà. Pourquoi je bouge des mains comme ça, on dirait Alain Déco. Eh oui, les amis. Alors, j'ai bien fait de ne pas y aller là. Très simple, hein. Donc, comme je vous l'ai expliqué, Cyrénaïque, 8e armée britannique. Il n'y avait pas encore Montgomery, c'était Kessel... Non, je ne dis pas de bêtises. Kesselring, c'est l'allemand. Ouais, je supervise. Grosse ville, Tobruk. Tobruk ne doit pas tomber. Tobruk tombera, mais tombera malheureusement. Mais grâce à Biraken, qui était plus au sud, qui a été un point de fixation pour beaucoup de troupes allemandes, hein, beaucoup plus qu'en tout cas que ce qu'il y avait dans ce réduit français, ça donnera le temps aux Anglais de revenir aux forces anglaises. Ça leur donnera le temps de reculer et de ne pas être coupés en deux et de ne pas voir leur armée complètement décimée. Il fallait tenir le temps qu'ils reculent. Hein. Si tu veux, les Anglais sont là, les autres les attaquent là et coupent comme ça. Là, ils les bloquent pendant que les autres reculent et après on leur dit allez, revenez. Et ça ira jusqu'à El Alamein. El Alamein qui sera gagné, autant la bataille de Tobruk a été gagnée par les Allemands, autant la bataille d'El Alamein sera gagnée par les Anglais et bloquera définitivement l'avancée en Afrique du Nord, vers l'Égypte, vers le canal de Suez, des Allemands qui espéraient ainsi dépasser l'Égypte, passer en Palestine, à l'époque ça s'appelait la Palestine, hein. Désolé, les gars ne commençaient pas à crier, et remonter et faire la jonction avec les troupes qui étaient en Oural. Là, ça aurait été terrible. Les puits de pétrole, ils auraient tout eu. Donc, pareil, la guerre... Enfin, avec des scies, on mettrait Paris en bouteille. Mais là, attends, si tu arrives à t'approprier les champs de pétrole du Moyen-Orient, parce que c'était la route, hein, sur la route, hein, ils auraient fait le plein, les champs de pétrole autour de Bakou, autour de Stalingrad, tu gagnes la guerre, t'as tout. T'as le minerai, t'as le métal, t'as tout, t'as tout. Tam-tam, t'as tout. Non, c'est pas marrant. Putain, faut que j'arrête les vannes pourries. La brigade française libre, elle est commandée par le général Koenig. Alors souvent, certains le connaissent, mais parce que c'est un nom de boulevard. Non, je vous critique pas. Hein. Ben là, au moins, vous pourrez... la prochaine fois que vous serez sur le boulevard Koenig, quelle que soit votre ville, vous vous rappellerez que c'était le général qui commandait la première brigade française libre, formée au gré des ralliements successifs, je lis là, composée de 3700 hommes. 3700 hommes. En face, c'est du 100 000 hommes. 3700 hommes. Il paraît qu'ils n'ont pas de couilles, c'est des lavettes. 3700 hommes. Tu vas voir, les gars, dont 2 tiers sont issus des colonies. Ils sont où ceux qui recensent les blacks, les arabes? Ils sont pas comme nous, ils sont pas français, c'est pas vraiment des français. Moi je m'appelle Lopez, je suis français, mais pas eux. Ben là, ils les comptaient pas. Ils leur disaient de venir, et les gars venaient, on se bat. 2 tiers sont issus des colonies. Ah ben non, il n'y avait pas Conversano là-bas. Ben non, Conversano, il aurait été dans la Jeep avec Rommel, en train de lui servir le café. Ouais, monsieur, ouais, super. Ouais, on attaque l'Italie, je serai président. Enfin, je cite lui parce qu'il est emblématique, hein, mais bon. Tu avais des volontaires comme les Tamaris, Tahitiens. Est-ce que vous comptez les Tahitiens chez vous? Bataillon du Pacifique. Ben écoute, c'est simple, je vais reprendre la phrase du général Yves Gras, ouais, parce qu'il avait un peu de bedaine, hein, on l'appelait Yves Gras, qui était un ancien de la première division. Il décrivait les gens de cette division comme des Français, ça fait plaisir à entendre, venus de tout horizon, des volontaires, aussi, donc des Français venus de tout horizon, des volontaires, des étrangers, des tirailleurs coloniaux, des Noirs d'Afrique EEF, AEF,
À l'époque, on disait noir, c'était pas raciste, on disait des choses comme ça. Pacifiens, Indochinois, Malgaches, Nord-Africains, Libanais, Pondichériens, c'est vers l'Inde, Pondichéry. La première brigade apparaît comme une étonnante synthèse de la France et de son empire. Alors, je vais vous citer un seul héros, hein. Il y en a tellement. Le lieutenant-colonel Amilak Vari. Un légionnaire déjà, c'est bon sang ne saurait mentir. 13e DBLE, qui sera lui resté à la fin pour favoriser le repli de ceux qui restaient. Et qui sera prisonnier, qui sera s'échapper 2 fois. Un véritable héros français. Mais bon, aujourd'hui on dirait, ah, mais t'es pas comme nous, t'es pas vraiment français comme nous, et nous on est français, on s'appelle Lopézy. Lopézy, tiens. Bon, en gros, après, voilà, commandant Koenig, colonel Pierre Masson, lieutenant Olivier, Amilak Vari, commandant machin. Il y a eu plusieurs groupements. Tu as le groupement du lieutenant-colonel Deroux. C'est peut-être le père de Giroud, qui vient du Pérou, qui fait de la roue arrière. Non, pourri mes blagues. Excusez-moi, j'improvise pas. Demi-brigade coloniale, là. Donc il y avait un bataillon de marche. C'était peut-être l'ancêtre de la République en marche, je sais pas. Oh, mais un bataillon de fusiliers marins, un bataillon d'artillerie, pour donner l'ordre de bataille. Hein. Tu as des groupements, donc des bataillons d'infanterie. Un bataillon de marche, c'est de l'infanterie. Bataillon du Pacifique, c'est pareil. Hein. Ça venait de Calédonie, de Polynésie française, des Nouvelles-Hébrides. Bataillon d'infanterie de marine, donc c'est de l'infanterie aussi. Hein. Commandant Savé. Régiment d'artillerie, un régiment de fusiliers marins. La fameuse 22e compagnie nord-africaine. Mais c'est des Arabes. C'est celle qui a payé, c'est l'une de celles qui a payé le plus lourd tribut. Tu vois, ils se battaient à l'époque, hein, ils se battent. Hein. Et on les insultait pas de bico, on créait pas une sorte d'apartheid, même sur YouTube. Non, non, je lui parle pas, on reste entre nous. 22e compagnie nord-africaine, capitaine Leken, le Kess, mais je pense qu'on dit le Ken, constitué principalement d'Algériens, de Tunisiens, de Marocains. La 22e compagnie nord-africaine paye un lourd tribut à cette bataille. Et voilà, c'est tout. La moitié de la compagnie va mourir. Avec des couilles. Hein, quand tu meurs avec des couilles, tu as un cercueil, mais avec au niveau des couilles, comme ça on sait tous que tu es un bonhomme. Voilà, et puis tu n'es pas mort pour un abonnement Canal+, tu es mort pour un idéal. C'est peut-être ce qui manque aujourd'hui d'ailleurs, hein, parce que les mecs ils se battent pour une meuf, ils se battent pour de la thune, ils se battent pour une télé-réalité, ils se battent pour une voiture, mais ils se battent plus pour des idéaux. Les seuls qui se battent pour des idéaux à l'heure d'aujourd'hui, c'est les débiles. Enfin, des idéaux, c'est pas véritablement un idéal positif, mais c'est les possédés là, de Daesh, les djihadistes. Bon, l'idéal est médiocre, hein, mais c'est les seuls qui ont un pseudo-idéal. À l'époque, les gens avaient des idéaux, ils se battaient pour leur pays, étaient prêts à mourir. Comme un petit peu comme ce pilote syrien qui est mort là récemment dans son Sukhoi 22. Parce qu'il n'a pas voulu s'éjecter pour ne pas être capturé par les Israéliens. Là, ça, c'est respectable. On peut aimer ou pas aimer, mais je crois savoir que de toute façon, quand tu es militaire, en général, il y a un respect des deux côtés. C'est comme pour les aviateurs. Hein. Une sorte de respect. Ce qui n'existe pas maintenant. Bref, poursuivons. Après, tu as une compagnie anti-char très importante, une compagnie de sapeurs-mineurs, oui. C'est le génie, hein, les sapeurs mineurs. C'est pas des types du mouvement SAP qui sont avec Papacito en train de danser au Taxi Brousse à Toulouse. Hein. Non, et les mineurs, c'est pareil, hein, ils ont tous plus de 18 ans. Hein. Non, sapeurs mineurs, c'est le génie. C'est dès que tu as une truc de galère, de la maçonnerie. Enfin non, la maçonnerie, dans chaque régiment, tu as ce qu'on appelle le casernement, le caso qui fait ça. Mais le génie, c'est les ponts, c'est les franchissements. Voilà, c'est le génie. C'est le génie militaire. Un génie, tu lui fais 3 vœux. Voilà, je veux un camion lance-pont. Je veux un camion pont, je veux que tu me défriches la forêt et je veux un verre de rhum. Et voilà. Non, j'arrête les vannes. J'arrête définitivement les vannes. Bref, allez, on y va. L'armement. Alors d'un côté, tu as ce qui se fait de meilleur à l'époque. Stuka, Messerschmitt, Panzer, FG-44, leurs mitrailleuses, ils ont toujours eu du bon matos, ces Allemands. C'est des gens sérieux. Quand ils font un truc, ils le font sérieusement. Non, non, mais c'est vrai en plus. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? 63 chenillettes, Bren Carrière, c'est des sortes... d'automitrailleuses, mais si tu veux, tu prends la voiture de ton fils, tu sais qu'il y a 4 ans, la petite voiture à pédale. Tu te mets dedans, tu l'entoures de carton, tu mets un lance-pierre, c'est à peu près ça le Bren Carrière. Et bien ça va repousser des attaques de chars.
Et pas de n'importe qui, de la division Ariete italienne, une très bonne division, et des Allemands. 2 obusiers, des camions, ouais, c'est bien pour se casser, mais bon, ils vont vite être encerclés. La grande majorité de l'artillerie française, elle a été récupérée au Levant, hein, comprendre en Asie. Hein. Vietnam, Saigon, menu numéro 9. Non, j'arrête, c'est un cliché raciste maintenant. Ça. Alors que en fait, non, c'était juste, je pensais à... Bon, allez, oubliez ce que je viens de faire. On dirait du Kev Adams, j'ai honte. 54 canons de 75, dont 30 utilisés en anti-char. 14 canons de 47. Alors 47 pour percer un blindage, en gros, il faut sur l'obus, tu mets un mec avec une chignole et dès qu'il arrive, vite et l'obus il passe. Non, 47, oui, c'est pour un brin de carrière, ouais. 18 canons de 25, c'est pareil, on est limite avec un fusil de chasse. Là. Le 75, par contre, c'est excellent. Excusez-moi, je supervise là, surtout que j'ai perdu un all-in. Je suis combien là? Bah, on a encore 500. Les Anglais leur ont fourni tout ce qu'ils ont trouvé dans leur grenier. 86 fusils anti-char Boys. Boys to Men. On dirait un groupe de rats. De 13 mm 9. 18 canons anti-aériens de 40 mm Beaufort. Ça, je connais ça. J'ai tiré avec. Ouais, non, je suis pas fou, j'ai tiré au canon de 40. Attends, j'étais pointeur-tireur sur le canon de 40. Canon de 40, c'est excellent pour abattre des avions à basse altitude. À l'époque, tu pouvais, avec un canon de 40, te taper des Stuka. Voilà. C'est de l'anti-aérien, le canon de 40, système Beaufort. Hein, tu retrouveras ça parce que c'est un système franco-suédois. Les Suédois ont fabriqué d'excellents lance-roquettes, le Carl Gustaf, par exemple, et d'excellents canons. Vous ne le saviez pas, hein. C'est pas que les Vikings et les mecs avec des poches kangourous pour porter leurs fils, parce que c'est devenu des tarlouses. C'était aussi d'excellents fabricants d'armes, les Suédois. Hein. Ils font des trucs bien. Les Suédois, c'est des Allemands, mais plus au nord, non? C'est des Allemands avec des cheveux plus jaunes, je sais pas. Je crois qu'il y a quand même un lien entre certains Allemands, des villes de la Hanse et les Suédois. Il y a un lien, non? Vous êtes cousins, un truc comme ça. Je demande ça sérieusement, hein. Il n'y a pas de... Ça va. 44 mortiers de 81 ou de 60. Le mortier, bah, c'est simple, c'est comme l'obusier. Il y a 2 obusiers. L'obusier balance des calibres beaucoup plus importants. Le mortier permet des tirs en cloche, donc ça permet de tirer dans des endroits où le canon ne peut pas atteindre. Le canon tire directement, s'il y a un obstacle, c'est pas possible. L'obusier, bon maintenant on a le missile aussi, hein, comme les javelins, ils portent en l'air et ils tombent dessus comme ça. L'obusier permet de tirer en cloche et donc de contourner l'obstacle dans lequel tu es caché, c'est très utile. Chaque régiment d'infanterie français a encore ses obusiers. À l'heure d'aujourd'hui, ça sert en Afghanistan. Bah ouais, quand les mecs sont cachés dans un trou, ils te tirent dessus. Toi, t'arrives tranquille, tu me fous. Le truc, il fait hop, hop, boum. T'as pas besoin d'appeler un avion. Parce qu'appeler un avion, ça coûte la peau du cul. 96 fusils mitrailleurs 24-29 de DCA. Donc c'est des fusils mitrailleurs, je pense, qui sont utilisés en groupe pour faire une boule de feu pour que les avions, voilà, si tu passes dans une zone, tu vas te faire mitrailler. Et 20 000 obus de 75 pour 10 jours de ravitaillement. Ça, c'est au départ. Voilà. Alors, excusez-moi, 96 fusils mitrailleurs et 270 fusils mitrailleurs d'infanterie pour dégoupiller les gens en face. Alors, une mitrailleuse ou un fusil mitrailleur possède un calibre, possède des balles qui te, pour parler poliment, qui te pointillent, qui te découpent en pointillés. Là, tu peux te cacher même derrière un petit mur, un meuble, ce que tu veux. Une mitrailleuse, quand on te tire dessus, tu as intérêt à avoir de l'épaisseur. 50 cm de sable, je sais pas, 10 cm d'acier. Sinon, ça te pointille. Tu peux te cacher derrière ta voiture, derrière le pneu, derrière qui tu veux. Ça pointille. Une balle de 12,7, c'est ça. Après, la balle, c'est pas que la taille, les dimensions qui comptent. Il y a aussi la charge à l'intérieur, la vitesse à la sortie du fût, etc., etc. Mais voilà, donc c'est très utile pour empêcher des vagues d'infanterie. Maintenant, pour arrêter un char, tu l'as dans l'os, Carlos. Mais c'est peut être utile. Voilà. Après, ben, écoute, la bataille, elle est simple. Hein. Ça commence le 26 mai avec l'assaut italien. En face, c'est pas une brigade, c'est des divisions entières qui arrivent.
90e brigade, division légère de l'Africa Corps, c'est pas rien. C'est Rommel, c'est pas rien. C'est les Allemands, c'est les meilleures divisions italiennes, c'est pas rien non plus. 15e et 21e division blindée, ainsi que la 90e division, excuse-moi, donc, division légère, 2 divisions du 20e corps d'armée italien, la blindée, donc la division blindée Ariete, très très bonne division, et une division motorisée, Trieste, que je connais moins, donc je vais moins en parler, mais je pense que ça ne doit pas être de la dope non plus. Hein. Non, là, je suis pas. Mouvement de contournement, ils arrivent, ils se disent on va les boucher, on va passer, on va remonter. Tu as des unités blindées britanniques pas trop loin qui tiennent, qui résistent, mais les Allemands les défoncent et passent. En ayant des pertes. Excusez-moi, je fais plusieurs choses en même temps. J'ai une partie importante, je ne peux pas l'arrêter non plus. Et je ne peux pas faire les vidéos après. Puis c'est bien, comme ça, il y a du mouvement. Regarde, en plus... Donc, ils arrivent, ils tentent de contourner un petit peu cette zone, ils tombent sur des divisions anglaises, ils ont des pertes, mais ils massacrent les divisions anglaises et indiennes, elles se font défoncer la tête. Ça montre que c'était pas une armée en carton, ils massacrent les Anglais. Et là, une poignée de Français comme ça vont leur résister 14 jours. Ils vont sauver la mise aux Anglais. Alors, les Anglais s'en rappelleront, ils leur diront merci, sans vous, on était dans la merde. Le 27 mai, donc le 26 mai, le 27 mai, Rommel donne l'ordre à la division blindée italienne d'attaquer Bir Hakeim par le sud-est. Là, je suis en train de faire tapis. 3-7, 3-7. Je prends pas, je prends. Un numéro uno. 796 000. Bon, allez, je ne me ressens pas. En gros, c'est simple. Pendant 14 jours, ils refusent de partir. Ils vont les fixer. Ils sont 3700. Ils vont fixer des attaques de chars, ils vont miner, ils vont s'installer dans des trous, ils vont mettre des canons, ils vont se mettre, il n'y a rien pour les protéger, des avions, etc. Ils vont résister 14 jours à l'armée, à tout l'Africa Corps. Des chars qui essaient de les déborder, les chars italiens, et à chaque fois les autres repartent avec des énormes pertes. Même Rommel écrira qu'il ne s'attendait pas à une résistance aussi héroïque. Pendant 14 jours, ça permettra aux troupes anglaises décimées, aux troupes indiennes de reculer, et ils ont sauvé la mise, et ils ont peut-être préfiguré la victoire d'El Alamein. Je vous prends un jour. À la fin, ils n'avaient plus d'eau, ils n'avaient plus rien. Ils ont fait des prisonniers, hein. Ils ont récupéré peut-être 250 prisonniers de l'Axe. Voilà. Ils faisaient des sorties, parce qu'ils étaient encerclés à plusieurs mois. Ils faisaient des sorties, ils revenaient. Alors les Anglais ont essayé de les approvisionner un peu, mais timidement. Je crois que vers la fin, ils ont réussi à leur envoyer 150 litres d'eau. Et ils essayaient, mais les lignes étaient coupées. Si tu veux, le point était là, ils étaient cernés, et les autres étaient là, ils essayaient de fuir comme ça. De temps en temps, ils essayaient de les aider. À la fin, bah, écoute, c'est très simple. Hein. Alors, il y a eu un siège, voilà, il y a eu des tentatives au départ qui se sont soldées par des échecs, des tentatives allemandes, italiennes qui se sont soldées par des échecs. Ensuite, il y a eu un siège. Là, ils ont fait venir l'aviation, les canons, ça a bombardé. Ils n'ont rien pour se cacher, à part des trucs. Et ils tiennent. Le 3 juin, Rommel leur envoie un message en leur demandant, il envoie un message à Koenig. 3 juin, ça a démarré le 26 mai. En lui demandant, rendez-vous. Vous sortez avec le drapeau blanc, nous on arrête les combats, bravo, super, t'as une paire de couilles, on arrête là, c'est bon, hein, de toute façon tu vas pas nous empêcher de passer, tatati. L'autre lui dit non. La réponse d'ailleurs c'est pas non, comme ça, c'est dans une maison marseillaise, enfin un appartement marseillais. C'est une salve de canon qui détruit des camions allemands. Bon, ben Rommel il se dit, bon apparemment ils sont pas chauds, c'est reparti pour un tour. Bataille de juin, préparation d'artillerie. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une préparation d'artillerie, ben, tant mieux, parce que ça rend fou. C'est toute la nuit des canons, des obusiers qui te tirent dessus, qui tirent sur un endroit, et je te promets que pour les avoir entendus, il y a des gens qui vrillent pendant les bombardements, il y a des gens qui pètent les plombs, on tire dessus toute une nuit. Là, la préparation d'artillerie, elle a duré pendant des jours et des jours. Enfin, en tout cas, l'artillerie a pilonné pendant des jours et des jours, l'artillerie légère, l'artillerie lourde, l'aviation, les chars qui arrivent, les fusiliers marins, les fusiliers commandos, les fusiliers, tous ceux qui se fusillent, qui arrivent, enfin bref, voilà. La marée. La marée, mais dans le désert. Beaucoup de légionnaires, hein. Bon sang ne saurait mentir. Non, c'est vrai. Alors là, je prends un gros risque, excusez-moi, sors un pic.
Sors un pic ou je te menace. Pic, pic, pic. Putain, il sort pas le pic. Oh, va un dieu. Bon, bref, pardon. Alors la Royal Air Force essaye aussi d'intervenir, mais déjà ils se prennent déjà des branlés ailleurs. Donc tu vois, c'est... Alors, pardon. Rommel, impressionné par le 8 juin, Rommel, impressionné par la résistance des Français, rien, une poignée de gens, écrit et pourtant le lendemain, lorsque mes troupes repartirent, elles furent accueillies par un feu violent dont l'intensité n'avait pas diminué depuis la veille. L'adversaire se terrait dans ses trous individuels et restait invisible. Il me fallait Bir Hakeim, le sort de mon armée en dépendait. Hein, les gars, non, non, je t'emmerde, voilà, tu sais, ils n'ont pas lâché. Il mène personnellement l'attaque au nord. Et puis il fait venir les canons de 88, les canons de 80, ils avaient des super canons, les Allemands qui faisaient flipper tout le monde, hein, des raids, en veux-tu en voilà, des Stuka, tu sais, des avions qui sifflent lorsqu'ils sont en piqué, prêts à balancer leurs bombes, afin de donner un maximum d'impact, hein, un maximum de masse cinétique, d'énergie cinétique à leurs bombes. Ils bombardaient en piqué, comme ça, avec un bruit très caractéristique, c'est le sifflement du vent à travers leurs sirènes, hein, qui angoissait les gens. Les Stuka, allez voir un petit peu, même sur YouTube, tapez Stuka, vous verrez que un oiseau de mort. Il fallait tenir. Pour tenir, ben, quand tu n'as rien, militairement, tu fais des trous. Parce que si la bombe tombe pas dans le trou, ou pas juste à côté, ben, on ne peut pas te tuer. Parce que tu n'as pas le souffle, l'effet de souffle. C'est ça qui tue souvent, hein. La bombe, elle tombe dans un endroit, elle va tuer quelques personnes. C'est l'effet de souffle qui te déchiquette, c'est-à-dire l'air qui se compresse et qui te frappe comme si on te frappait avec une baramine et qui t'ouvre. C'est ça quand tu vois des gens déchiquetés par une explosion de grenade ou autre. Bon, il n'y a pas la télé, il n'y a pas Internet, non, je rigole. Pas de nourriture, rien. De temps en temps, des petites sorties. À un moment donné, ils réussissent à percer, ils réussissent à faire partir les rescapés de la brigade indienne qu'ils avaient accueillis et les prisonniers, parce qu'ils ne peuvent pas les nourrir. Et il reste 13 heures. Par exemple, 13 heures, voilà. 130 avions germano-italiens bombardent le côté nord du camp. L'infanterie allemande lance son attaque tout en étant couverte par la 15e Panzer-Division qui bombarde elle aussi fortement les Français. La 9e compagnie du capitaine Mesmer est enfoncée ainsi que le centre, tenu par la section, 30 hommes, de l'aspirant Morvan. Malgré tout, la situation est rétablie grâce à une charge des Bren Carrière. Les Bren Carrière, c'est des trucs, tu sais, la voiture de ton fils à pédale, ton fils qui a 4 ans, le carton, le lance-pierre, ils arrivent comme ça, et les autres reculent. Formidable. Avec un armement moindre, une infériorité numérique, la fatigue, quasiment pas d'approvisionnement, hein, parce qu'il y a eu 3-4... là, ils leur ont lancé 3 pains au chocolat vite fait, c'est tout. Et malgré ça, ils vont tenir. L'artillerie continue à pilonner, etc. etc. Voilà. Je vous la fais courte. Hein. Le 10 juin, enfin, ouais, il me semble que c'est le 10, les Anglais réussissent à faire passer un message, c'est bon, vous avez assez tenu, repli. Le 11, les Allemands se préparaient à mettre tout le paquet, des milliers d'hommes, des milliers d'avions, des milliers de chars, et y aller en force, là, parce qu'ils disent, attends, ça fait 14 jours qu'ils nous prennent la tête, hein, c'est une poignée de moustiques et tout. Et dans la nuit du 10 au 11, ils réussissent à sortir de la zone. Alors c'est le désert, il y a différents niveaux d'encerclement qu'il faut briser, il y a des champs minés, il y a tout ça, mais c'est sur des kilomètres et des kilomètres. Ils réussissent à sortir. À un moment donné, les premières lignes allemandes et italiennes se rendent compte qu'il y a des sorties massives par le sud-ouest, il me semble, parce qu'ils voulaient remonter par le sud-ouest, comme ça, non, ouais, comme ça, pour être récupérés par des commandos anglais qui étaient venus avec des camions, etc., et pour les ramener dans les lignes anglaises. Voilà, une exfiltration, parce que toute la zone était cernée. Donc, mission à risque, même pour ceux qui arrivaient, hein, parce qu'on est en plein dans une zone désertique où tu peux tomber sur les Allemands. Il devait y avoir un couloir de mine qui permet aux véhicules de passer de 200 mètres de large. Le couloir, c'est de la merde. Ils leur ont fait de la merde, quoi. Mais les Allemands se rendent compte que les gars se barrent. Le couloir de mine, ben, en fait, il n'y en a pas, quasiment. Et il y a une fusée éclairante au-dessus d'eux qui indique leur position pour qu'ils commencent à se faire mitrailler par les lignes qui les encerclent, italiennes, allemandes, avec des types dans des trous, des fusils mitrailleurs, des canons, en veux-tu en voilà, et tout ce qui va avec. Oui, là c'est pas mal. Un 8 à vous de l'armée. Ils réussissent à sortir en force. Ils laissent des gens.
dans le camp, qui retiennent, ils laissent des gens qui font le repli, qui permettent le repli, ils réussissent quasiment à s'évacuer. Je m'excuse, hein, Ils réussissent à évacuer la quasi-totalité des gens. Les pertes, 14 jours de combat acharné. Côté allemand, 3300 hommes tués, blessés ou disparus. 272 prisonniers allemands. 149 italiens, 123 allemands. 52 chars détruits, 11 automitrailleuses, plusieurs dizaines de camions, 7 avions de la Luftwaffe, 42 Stuka. C'est énorme. Et je ne te parle pas des vagues qu'ils ont fait refluer parce qu'ils avaient ils se sont servis au mieux. C'est ça aussi l'intelligence. Le peu de moyens que tu as, le peu de canons que tu as, tu t'en sers, tu optimises ce que tu as. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire pour repousser les chars. Parce qu'un char, tu l'arrêtes pas avec une balle, ou tu l'arrêtes pas en faisant comme ça une grimace. Il faut du canon qui perd son blindage. Voilà, tu butes un ou deux canons, les autres se mettent à reculer. Un ou deux chars, les autres se mettent à reculer. On va voir un petit peu les techniques, les doctrines d'emploi d'un char, etc. de l'époque. Les pertes françaises, 99 tués, 109 blessés pendant le siège, et 41 tués, 21 blessés, et malheureusement 600 prisonniers, 763 disparus lors de la sortie, puisque ça s'est fait en catastrophe, ils se sont fait cramer, ils ont foncé sur les champs de mines, il y avait des trucs qui pétaient, mais le gros est passé, voilà. Bah, c'est des pertes quasiment ridicules. 4 jours sans eau à la fin. Enfin, plusieurs jours sans eau. Le dernier jour, ils avaient quasiment plus de munitions, je crois. Ils se battaient à la grenade, les mecs. Pour te dire, c'était des acharnés. Conséquences politiques, c'est très simple. Je sais pas, le général britannique Ian Playfair, la défense prolongée de la garnison française a joué un rôle important dans le rétablissement des troupes britanniques en Égypte. Les Français libres ont dès l'origine gravement perturbé l'offensive de Rommel. Une petite bande de copains, presque. L'acheminement de ravitaillement de l'Africa Corps en a été fortement troublé. La concentration de plus en plus importante de l'axe pour percer cet abcès a sauvé la 8e armée britannique d'un désastre. C'est un général anglais qui dit ça. D'habitude, les compliments, et puis quand il t'en fait un, c'est que t'es Superman, quoi. Le maréchal Claude Auchinleck. Les Nations Unies se doivent d'être remplies d'admiration et de reconnaissance à l'égard de ces troupes françaises et de leur vaillant général Koenig. Winston Churchill. Lui, ça va être laconique. En retardant de 15 jours l'offensive de Rommel, les FFL de Bir Hakeim auront contribué à sauvegarder le sort de l'Égypte et du canal de Suez. Allez, je pipote pas, j'exagère pas. Adolf Hitler en personne. Vous entendez, messieurs? Ça, c'est les paroles d'Adolf Hitler qui parlent à un journaliste qui s'appelle Lutz Koch. Et il est de retour de Bir Hakeim. Et il lui dit, vous entendez, messieurs, ce que raconte Koch? Ou Koch, je sais pas comment on dit. C'est bien une nouvelle preuve de la thèse que j'ai toujours soutenue, à savoir que les Français sont, après nous, les meilleurs soldats de toute l'Europe. Venant d'Adolf Hitler, c'est un compliment. La France sera toujours en situation, même avec son taux de natalité actuel, de mettre sur pied une centaine de divisions. Il nous faudra absolument, après cette guerre, nous, une coalition capable de contenir militairement un pays capable d'accomplir des prouesses sur le plan militaire qui étonne le monde comme un Bir Hakeim. C'est Adolf Hitler. Parce que, bon, il est ce qu'il est, mais quand tu es un ancien militaire, quand tu es au combat, il y a la reconnaissance en face. Tu sais qu'ils ont de la valeur. Voilà. Les vrais militaires, tu vois, tu l'affrontes à fond, tu peux le tuer, ou enfin, si tu peux gagner, tu gagnes. Puis après, il y a quand même la reconnaissance. Tu t'es battu avec des types qui ont... Hein, c'est juste la couleur qui change. Hein, c'est pas les blaireaux qui font rien, qui sont toute la journée sur YouTube, qui n'ont jamais rien fait de leur vie, qui ont des corps de lâches ou de fouines ou de fourbes, et qui font les beaux qui insultent les autres, alors qu'on ne les verra pas, ceux-là. Hein, on ne les voit pas, par exemple, au Prado, venir me voir, ceux-là. Voilà, mais ceux-là, ils ne sauront jamais ce que c'est que la fraternité des armes. C'est pas les mange-merdes là qui veulent Zama, qui se prennent pour des Français, qui sont des petites merdes d'extrême droite, qui passent leur temps à stigmatiser de vrais Français. Parce que Français, c'est pas une couleur de peau, faut que tu arrives à le comprendre, ça. C'est pas une ethnie. Hein. C'est un pays, c'est une histoire, c'est une culture, c'est des valeurs à épouser, c'est des obligations, c'est des devoirs. Voilà, mais ça, bon, déjà commence par faire les tiens. Bah, toi, tu connaîtras jamais rien parce que tu es une merde. Tu connaîtras pas ce que c'est que la fraternité des armes. Tu connaîtras pas ce que c'est que le courage. Tu connaîtras pas ce que c'est que des gens qui se battent pour se sacrifier parce qu'ils ont trouvé un but dans leur vie, un but noble. Ils se battent, ils restent, c'est mon pays, je reste, si je fais ça comme ça. Ils sont pas là en train d'espérer un abonnement Canal+, une voiture, une mèche de cheveux ou une poufiasse.
Ça, c'est de ton époque, c'est pas de la nôtre. Enfin, nous, on est la génération intermédiaire. On avait encore des restes de ces valeurs, et puis on a été contaminés par vous. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Radio Berlin. Radio Berlin a diffusé un communiqué en écrivant « Écoute-moi bien, il y en a, ils vont se pendre. » Ça soit vélo. Les Français blancs et de couleur, faits prisonniers à Bir Hakeim, n'appartenant pas à une armée régulière, subiront les lois de la guerre et seront exécutés. Alors, attends. J'ai confondu avec un... j'ai confondu. Non, c'est ça. Et le même jour, la même radio qui te dit, à propos des militaires français qui viennent d'être pris au cours des combats de Bir Hakeim, là cette fois c'est militaires français, aucun malentendu n'est possible, les soldats du général de Gaulle seront traités comme des soldats. C'était tous des soldats du général de Gaulle par définition. Pour l'anecdote, Rommel, impressionné par la résistance française, et s'apercevant que les prisonniers français mouraient de soif, donna l'ordre de leur attribuer une ration d'eau égale à celle que recevaient les soldats de l'Axe. Si ça, c'est pas une putain de reconnaissance, voilà. Après, qu'est-ce que je te dis? Après, tu peux aller un petit peu partout, chercher. Moi, je t'invite à aller voir. Que dire? Ben, c'est simple. Déjà, les gens qui pensent que les Français, c'est des tarlouses, ben, c'est eux les tarlouses. Parce que de sortir d'une réputation pareille, sinon, moi, je te dis, je vous invite, hein, tu viens, je t'emmène dans plein de villages du Vercors, même à Toulouse, je t'emmène dans les villages à Toulouse, hein, même si j'ai un petit contentieux avec certains, mais tu verras qu'il n'y a pas des lopettes, quoi. Les mecs, ils sont là, quoi, c'est des vaillants. Voilà. La technologie, j'ai toujours dit que le peuple, qu'en France, c'était l'élite qui était pourrie et le peuple qui était sain. J'ai toujours dit qu'on voyait vraiment les gens et on voyait vraiment la valeur d'un pays lorsqu'il est au plus bas et tu as encore des gens qui ont des couilles au cul qui montent et qui le remettent, parce que là c'est une véritable bascule ce qui s'est passé. 2 jours avant ils étaient traités de lopettes, hein, de boys to men, de to be free, et là regarde, même Rommel demande à ce qu'ils aient la même ration d'eau. Ça c'est énorme, hein, ça c'est énorme. Inspire-toi de ça un petit peu pour le futur là, et n'écoute pas ces gens là qui divisent, alors que là, unis, tu vois, unis, ils ont tenu face à la meilleure armée du monde. Ouais, c'est aussi simple que ça. Hein. Quand tu as des Français qui aiment leur pays, qui le défendent d'une manière comme d'une autre, qui le représentent dignement, et que d'autres viennent encore semer le trouble et les divisions comme des diables, parce que c'est ça, c'est Satan derrière vous. Vous êtes encore en train de diviser. Parce que la Coupe du Monde, derrière la Coupe du Monde, je sais, c'est que du foot, vous n'allez pas m'apprendre ce qu'est le foot, et arrêtez de me la jouer, je vous emmerde tous. Voilà. Vous distriez jamais, vous. Voilà. Tu veux faire l'intelligent avec moi? Ben viens, on fait des tests de QI, de ce que tu veux. Je veux dire, on peut rentrer dans le terrain de l'intellect, et alors je regarde le foot. Des fois, je regarde des trucs légers. Mais moi, je sais que c'est des trucs légers, je me distrais. Je sors du taf, ou c'est le soir, ou j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais moi, à côté, je lis, je fais des trucs. Voilà. Donc, pour revenir à tout ceci, on retrouve la vraie France, composite, diverse et riche. Et aujourd'hui, on a ceux qui veulent la détruire. Les merdes qui veulent la détruire. Les racailles, ouais, les sauvageons, comme dirait, les merdes d'extrême droite, les gros racistes ou les xénophobes de merde qui n'ont jamais rien fait pour le pays, qui pensent qu'ils ont une légitimité pour l'ouvrir, tout ça. Inspirez-vous de Bir Hakeim, l'unité, mais l'unité autour de la France, c'est pas l'unité autour d'Harlem Désir, ou l'unité on fait rentrer des migrants, c'est pareil, il faut tout expliquer. C'est l'unité autour des valeurs de la France, qui est un pays millénaire, qui est là, qui est présent partout, sur tous les trucs, tous les théâtres d'opération, toutes les disciplines partout. Tu trouveras rarement un pays qui arrive à fabriquer lui-même ses armes, qui a ses savants, enfin, un pays aussi complet. La France, c'est comme les grandes puissances avec les moyens de la France, alors que c'est un petit pays de 64 millions d'habitants. Quant au déclin, oui, si ces dernières années, parce qu'on est occupé, je le dis honnêtement, il y a un déclin, c'est rien, c'est sans commune mesure, avec certains épisodes de l'histoire. Lorsque la France n'existait quasiment pas à l'époque de Jeanne d'Arc, qu'elle existait ou pas, parce qu'il y a plusieurs thèses historiques, elle a su renaître de ses cendres. Après Napoléon, elle a su renaître de ses cendres. Valmy aussi, elle a su renaître de ses cendres à Valmy. Après, il y a eu Napoléon, Bir Hakeim, qui a permis ensuite la fameuse épopée de Dakar jusqu'à Paris, du général Leclerc qui deviendra maréchal. Est-ce qu'il était maréchal en arrivant ou pas? Je ne sais plus. Enfin bon, un grand nom. Rappelez-vous que c'est un pays qui compte dans l'histoire. C'est pas un pays comme ça qui est apparu par hasard. C'est un pays qui a une destinée. Et que tous ceux qui le divisent,
en sortant leur saloperie. Hein, quel qu'il soit, c'est des diviseurs. De toute façon, c'est simple, les racailles ou les merdes d'extrême droite qui passent leur temps à mettre des photos de singes, vous êtes animés par le même proprio dessus. Hein. C'est le même marionnettisme. Hein. Vous êtes juste les facettes d'une même force négative. Vous arrivez à diviser. Nous, on est là pour unir. Et pas unir comme les gauchistes, hein, à donner des subventions à des gens que je connais pas, qui arrivent vite à l'air du Yémen. Ça, j'en ai rien à foutre, moi. Je suis désolé, hein, je veux dire, c'est vrai que ça, je m'en fous un peu. Moi, c'est pas moi qui les ai créés, ces gens. C'est pas que je me fous d'eux. C'est juste, on nous a créé des gens et on essaie de nous attirer sur le terrain du compassionnel. Non, moi, je préfère me recentrer sur par exemple, le pot que je vais jouer là, et lui, il va manger chaud. Et j'ai 3-6, mon ami. Excusez-moi. C'est pour la cause, c'est pour la cause. J'ai un brelan de 6, s'il te plaît. Le flop est sorti. Il y en a un qui est dans le coma et l'autre qui fait tapis. C'est payé, ça sent bon. Carré de 6. Wallah, carré de 6. Wallah, carré de 6. Regarde. Hein? Regarde. Wallah, carré de 6. Numéro 1, même au poker. C'est comme ça, c'est fou. Putain, j'ai eu 1 115 000. On se calme, c'est des jetons. C'est un free roll. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Vous m'excuserez le côté un petit peu... je pars dans tous les sens de cette vidéo. Mais je tenais à parler de Bir Hakeim parce que Bir Hakeim, c'est le symbole. Hein, même en littérature, c'est le symbole d'une France éternelle qui renaît toujours de ses cendres, comme un phénix. Et on a aussi l'illustration que sa diversité peut être aussi une richesse, un atout, plutôt que ce que nous voyons aujourd'hui, cette diversité qui a un poids mort, parce que certains veulent que ce soit un poids. Lorsque tu enlèves l'autorité, lorsque tu enlèves les cadres d'une société, lorsque tu n'éduques plus les gens, tu as ce que nous avons maintenant. L'autre qui te dit « Ah, mais moi je ne suis pas un monsieur, je suis non-binaire. » Fais-toi soigner ça. Même un village people, il dit « Je suis un monsieur, regarde, je suis bien en camionneur. Moi je suis un monsieur qui aime bien les messieurs, mais le village people te dirait ça. Je suis un monsieur qui aime bien les messieurs. » Tu vois? Mais il dirait, je suis un monsieur. Non, maintenant, le gars, il te dit, non, je suis pas un monsieur, je suis pas blanc. Non, mais j'ai vu la vidéo de Missor, elle m'a fait rire, la pizza non binaire. Ouais, non, mais on est arrivé à 1 degré 2. Voilà. Comment transformer les choses? On va le voir avec l'Odyssée de l'espace 2001. Quand on te donne quelque chose, il y a deux côtés. Ça peut être de la grosse merde. Tu peux en faire de la grosse merde ou quelque chose d'exceptionnel. On te donne l'argent. Tu peux monter des projets, faire des choses bien pour toi, pour les tiens, pour ceux qui sont autour de toi. Ou alors tu peux péter les plombs, le démon de minuit, partir avec la première poufiasse venue, abandonner femme et enfant, claquer ta thune dans les boîtes de nuit. C'est de l'argent au milieu. C'est un outil. C'est nous qui avons, et ça s'appelle le libre arbitre, et on le verra notamment dans 2001, l'Odyssée de l'espace, avec au départ l'outil art, hein, le libre arbitre. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Chaque chose a un côté obscur et un côté lumineux. Un petit peu comme... voilà. Qu'est-ce que tu choisis de faire? C'est toi qui vas choisir. C'est toi qui vas décider si ça c'est un outil ou c'est une arme. Et si c'est une arme, tu vas décider si elle va tuer, faire du mal, ou si elle va protéger. Ça c'est un stylo, mais ça peut être une arme. Ça c'est un stylo, je peux m'en servir pour écrire des lettres d'amour. Enfin, rêvez pas. Ça va. Non, ça va, faux. Je peux aussi m'en servir pour te crever les yeux ou pour écrire des saloperies sur toi. C'est moi qui décide. Et c'est valable encore une fois pour les religions. C'est toi qui vas décider d'eux. Beaucoup de gens qui croient être dans une religion vénèrent Satan. Il s'est glissé entre toi et Dieu. Tu ne le vois pas et tu continues. Bah, les djihadistes, ils pensent suivre Dieu. En fait, c'est Satan qui les a embrouillés. Et Dieu, regarde. Voilà. Pour ne prendre que des exemples emblématiques. Bon, écoutez, je pense avoir tout dit. J'espère que c'est pas très décousu. En tout cas, vous recoudrez. Parce que nous cousons. Eux découpent avec leurs ciseaux. Et quant au son, écoutez, je vais écouter là, et puis si c'est pas bon, je vais peut-être retrouver... C'est mon logiciel qui me donne un son comme ça, c'est même pas le téléphone, il est excellent, c'est mon logiciel. Regarde, je vais manger, là, j'ai une paire de rois. Le flop est sorti, 8 dames et 3. Et comme je suis un mongolien, tu vois, voilà. Après le flop, c'est quoi la quatrième? Le turn. Le turn, c'est un 7. Là, normalement, il faut que je mise le pot. Comme ça, il a un doute, il flippe. Après, il se dit non, c'est une merde. J'aime bien jouer mal au début. Tu sais, il pense que tu as un fiche, et puis à la river, et le gars, il se dit non, il n'a pas d'as, parce qu'au flop, il n'a pas fait comme ça, il n'a pas fait si, tu vois. Comme ils disent, le thinking process, la manière de penser. Bon, je vous quitte, j'ai une deuxième table qui s'ouvre. Des vidéos qui arrivent. À bientôt. Ciao. Ah.